Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donner mon avis sur les compléments alimentaires. Alors jusqu'à présent, j'en ai quasiment pas parlé, alors que je gagne ma vie dans la vente de compléments alimentaires par internet depuis plus de 15 ans. Pourquoi j'en ai pas parlé? Tout simplement parce que je veux pas tout mélanger. J'ai décidé de créer cette chaîne pour pouvoir partager mon expérience en termes d'hygiène de vie, parce que je considère qu'il est préférable de changer son hygiène de vie, de changer son alimentation plutôt que de prendre des gélules. Il n'empêche que j'ai quand même un site de vente en ligne de compléments alimentaires, parce que dans certains cas, les compléments alimentaires sont extrêmement utiles. Alors il y a 20 ans, après avoir fini mes études de naturopathie, je donnais des consultations de naturopathie et je me suis vite rendu compte que j'allais avoir un problème. C'est que je passais en moyenne 1h30 à 2 heures par patient. Et pour pouvoir gagner ma vie, il aurait fallu que je travaille 8-12 heures par jour. Donc je rappelle juste une chose, quand un thérapeute vous facture 50 €, il a à peu près 50% de charge. Ça veut dire qu'il lui reste 25 €. Donc si moi je passe 2 heures avec un patient, ça veut dire que je vais gagner à peu près 12,50 € de l'heure. Donc ça c'est juste les charges. Après il faut déduire l'impôt sur le revenu. Donc au final on se retrouve avec à peu près 10 € de l'heure, donc ça fait quand même pas beaucoup, et d'autant plus que avoir une consultation avec des patients, ça demande beaucoup d'énergie. Les patients sont souvent en demande, ils sont fatigués, ils sont épuisés, et vous nous pompez pas mal d'énergie, et le soir on se retrouve complètement vidé. Donc c'est pour ça que à ce moment-là je me suis posé la question, est-ce que je vais être capable de continuer comme ça toute ma vie ou pas? Et les mois, les années passant, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être possible. Et j'ai décidé de trouver une autre solution. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien d'avoir un commerce, de vendre quelque chose. Ce qui me paraissait le plus logique par rapport à ce que je faisais, c'était de vendre des compléments alimentaires. Il se trouve que j'avais un ami qui avait un laboratoire et j'ai commencé donc, avec des associés, à vendre des compléments alimentaires. Alors ça a duré une année, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, il ne mettait pas tout ce qu'il y avait dans la gélule sur l'étiquette, et puis il mentait sur certaines choses. Et là, je me suis dit, là, c'est pas possible, et il va pas y avoir 50 solutions. C'est soit j'arrête, soit je crée ma marque de compléments alimentaires, et j'ai donc choisi de créer ma marque. Alors ça m'a permis de rentrer par la petite porte dans le monde des compléments alimentaires, parce qu'au début, j'y connaissais rien du tout. Il a donc fallu trouver un laboratoire qui puisse fabriquer nos produits. Il a fallu également trouver des matières premières, et c'est vrai que ça c'est très compliqué. En fait on ne se rend pas compte à quel point c'est compliqué. Alors déjà, de trouver un laboratoire de confiance. On a travaillé avec différents labos, certains ils n'étaient pas du tout de confiance. Il y a par exemple des labos qui nous rajoutaient des trucs dans la gélule qu'on n'avait pas demandé, ou qui changeaient de qualité de matière première pensant que ce serait la même chose, alors que pour nous c'était pas du tout la même chose. Et au final, on a trouvé quelqu'un de sérieux avec qui on travaille depuis maintenant, alors je me souviens même plus, mais ça fait 10-12 ans, enfin ça fait quand même très longtemps. Et donc c'est quelqu'un qu'on a rencontré évidemment, et qui nous met dans nos gélules exactement ce qu'on a commandé. Alors il faut choisir la bonne matière première. Quand vous allez choisir de créer par exemple une gélule de spiruline, sur le marché il y a tout un tas de types de qualités avec des prix différents. Vous allez avoir de la spiruline qui vient de Chine, qui est séchée dans des fours à haute température et qui coûte pas cher. Et puis vous allez avoir d'autres spirulines, la spiruline française, la spiruline d'Inde, qui sont des spirulines de qualité. Vous allez avoir des spirulines artisanales. Et voilà. Et donc là on a tout un panel de qualités avec des prix complètement différents qui vont du simple au x5, x10. Ensuite, il y a la gélule, l'enveloppe dans laquelle on va mettre la matière première. Donc la gélule, ce qui est le moins cher, c'est la gélule animale de type porcine ou bovine. Ensuite, il y a la gélule végétale qui peut sembler bonne, sauf que c'est une vraie cochonnerie. C'est un produit purement marketing. Ce qui est absolument pas normal, c'est que cette gélule végétale, une gélule, ça pèse à peu près 75 à 80 mg. Cette gélule végétale, elle va être certifiée pour les produits AB, alors qu'elle n'est absolument pas AB, alors qu'elle contient des résidus chimiques, pourtant elle va être certifiée AB.
c'est par une entourloupe du plus gros laboratoire de compléments alimentaires d'Europe. Du coup, cette gélule qui n'est pas considérée comme un produit agricole peut être certifiée dans les produits AB alors qu'elle est pas biologique et elle contient vraiment des cochonneries. En fait, cette gélule végétale, sur notre site, je vous mettrai le lien dans la description, j'ai écrit un petit article dans lequel je parle des gélules végétales et pourquoi on n'a pas choisi cette gélule végétale. En fait, au départ, quand on a commencé, on a mis nos produits en gélule végétale. Et puis on a eu des gens qui sont venus vers nous en nous disant « je comprends pas, j'ai des plaques sur la peau qui sont apparues, j'ai des démangeaisons, je digère mal, une demi-heure après avoir avalé vos produits, j'ai une sensation nauséeuse. » Et là, on a commencé à se poser des questions. On a cherché, on s'est rendu compte que c'était la gélule qui posait problème. Parce que quand les gens ouvraient la gélule et prenaient la poudre, ils n'avaient plus de problème. Donc cette gélule végétale, nous, on la refuse catégoriquement. Alors on est passé par une gélule qui est faite en pullulane. Et cette gélule qui semblait très bien sur le papier, en fait, elle s'est avérée catastrophique. Parce qu'on avait à peu près 50% de perte. Donc il faut savoir que pour mettre la poudre en gélule, c'est des machines qui font ça, on ne le fait pas à la main. Et en fait, la machine, il y avait les gélules cassées, on avait 50% de perte. Donc cette gélule, il a fallu l'arrêter tout simplement parce que c'était pas possible, ça coûtait beaucoup trop cher. En plus, elle était à l'achat extrêmement chère. Et voilà, donc au final, on s'est reporté sur la gélule de poisson, la gélule bio de poisson, donc elle est certifiée bio pour les produits bio et pour les produits pas bio, parce qu'on n'a pas tous les produits qui sont bio, parce qu'ils ne sont pas tous certifiables, il y a des matières premières qui n'existent pas en bio. Du coup, on utilise la gélatine de poisson dans tous nos produits, sauf exception. Il y a peut-être une ou deux exceptions, mais c'est marqué dans la composition. Quand vous allez sur notre fiche produit, sur chaque produit, vous avez un onglet ingrédients ou composition, je ne me souviens plus, et vous regardez les ingrédients. S'il y a marqué gélatine marine ou gélatine de poisson, c'est que c'est la gélatine de poisson, tout simplement. Alors après, il y a une autre chose, c'est les additifs qu'on rajoute ou qu'on ne rajoute pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines matières premières, donc ce sont des poudres, sauf que ces poudres, elles peuvent attirer fortement l'eau. Et du coup, quand on va mettre cette poudre dans la machine pour mettre en gélule, eh bien, ce qui se passe avec certaines poudres, c'est que ça va s'agglomérer, ça va faire une espèce de glu, ça va bousiller la machine et puis on ne pourra pas mettre en gélule. Et du coup, on est obligé de rajouter ce qu'on appelle un anti-agglomérant. Donc l'anti-agglomérant le plus commun, c'est du stéarate de magnésium végétal. Donc nous, c'est ce qu'on utilise, qui pose aucun problème. C'est une sorte de magnésium en fait. Et on n'a pas le choix. Et on a fait le choix de marquer cet ingrédient. Alors normalement, légalement, on est obligé de le marquer. Sauf que une partie de nos concurrents ne joue pas le jeu et ils ne marquent pas ça dans la liste des ingrédients. Donc du coup, il y a certaines personnes qui vont commander chez d'autres fabricants de compléments alimentaires qui ne verront pas le stéarate de magnésium, qui le verront chez nous, et qui diront « Ah bah tiens, les autres ils mettent pas de stéarate de magnésium, c'est mieux ». Sauf que, pourquoi est-ce que nous on sait ça? C'est parce que le laboratoire avec qui on travaille, il travaille avec nous, nous on est quand même une petite structure, et puis il travaille avec plein d'autres clients, et il nous a dit que il y avait certains de ses clients qui ne faisaient pas figurer le stéarate de magnésium sur leurs étiquettes, alors que il figurait dans la composition, puisqu'ils le mettaient avec les poudres. Donc la personne, ce qu'on appelle un conditionneur, notre conditionneur, il s'est rendu compte qu'il mettait du stéarate, mais le labo ne le faisait pas figurer sur ses étiquettes. Donc c'est pas très honnête, mais ça fait partie du joli monde des compléments alimentaires où il y a quand même pas mal de fourberies, donc il faut faire super gaffe. Et c'est aussi pour ça c'est la raison principale pour laquelle nous on a décidé de faire nos compléments alimentaires. On a décidé d'être complètement transparent, on a décidé de faire tout figurer, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a deux solutions. Soit on fait les gélules à la main, donc ce ne sera pas du tout le même tarif, soit on fait les gélules avec une machine, et à ce moment-là, on est obligé de mettre du stéarate de magnésium pour mettre en gélule tout simplement, parce que sinon c'est pas possible. Alors on n'a pas ce problème-là avec toutes les matières premières, mais tous les extraits secs quasiment, c'est des substances qui attirent très fortement l'eau, et on est obligé de mettre du stéarate de magnésium, c'est indispensable, sinon on ne peut pas mettre en gélule. Et ceux qui font des extraits secs de plantes comme nous et qui ne mettent pas de stéarate de magnésium, ce n'est pas possible, voilà, tout simplement. Ou alors il faudrait qu'ils prennent leur petite gélule et puis qu'ils bourrent à la main la poudre, sinon c'est pas possible quand on fait avec une machine, avec une géluleuse.
Voilà donc un petit peu toutes les problématiques qu'on a eues. Donc il y a eu le choix de la gélule, ensuite il y a eu le choix de la matière première, il y a eu le choix des additifs éventuels, et au sujet de la matière première, en fait c'est mon rôle, c'est moi qui m'occupe de chercher la matière première en fonction de la qualité qu'on veut. Si par exemple avant on avait un rhodiola qui n'était pas bio, on nous demandait du rhodiola bio, et c'est pas toujours évident de trouver la bonne qualité même en bio. C'est pas parce que c'est bio que c'est mieux, hein. Bio c'est juste un label. Et on a finalement trouvé un rhodiola bio dans lequel il y a un bon titrage de molécules actives. Pareil pour le kudzu. Le kudzu c'est pareil, on nous demandait du kudzu bio et on n'en trouvait pas, enfin en tout cas pas avec une bonne qualité. On a réussi à trouver un kudzu bio, pareil avec un bon dosage dans les molécules actives, donc ça figure sur les fiches produits. Et le problème c'est qu'il est là pour toutes les matières premières. C'est que je ne vais pas chez mon marchand de matières premières en disant je veux ça en telle qualité. C'est que je suis obligé d'aller chercher des fabricants qui sont en France ou à l'étranger, hein, et puis de choisir telle matière première chez tel fabricant, telle autre matière première chez tel fabricant. Et ça c'est valable pour tous nos produits, donc c'est super compliqué, ça demande du temps. Ce qui se passe aussi c'est que les fabricants ils vont avoir telle matière première pendant un temps et puis à un moment donné ils vont arrêter ou ils n'auront plus la qualité. Et du coup c'est compliqué de maintenir une certaine qualité pour un certain produit. Et ce qui s'est passé c'est qu'on a dû arrêter certains produits parce qu'on ne trouvait plus la qualité. Donc ça je vais en parler un petit peu plus tard. Alors je vais donner quelques exemples de compléments alimentaires utiles parmi toute notre gamme. Donc on ne peut pas toujours avoir une vie parfaite, une hygiène de vie parfaite, et du coup les compléments alimentaires peuvent nous aider. Alors moi parmi les compléments alimentaires que je conseille, il y a notamment l'ispagule ou le psyllium blond, qui est le son d'une graine qui quand on la met avec de l'eau ça forme un gel, et ce gel il reste intact durant tout le processus de digestion. Donc quand on sait le nombre de personnes qui sont constipées rien qu'en France, l'ispagule c'est génial. Et ça va aider aussi bien en cas de constipation qu'en cas de diarrhée. Et les personnes qui ne peuvent pas manger suffisamment de fibres, qui ne mangent pas suffisamment de céréales complètes, l'ispagule c'est un vrai bonheur parce que ça permet de retrouver un confort digestif optimal. Après il y a d'autres produits, je vais conseiller des huiles. Pour les femmes, je vais conseiller par exemple de l'huile d'onagre ou l'huile de bourrache, qui sont exceptionnelles parce qu'elles vont rééquilibrer le système hormonal de la femme. Et pour les femmes ménopausées, ça va supprimer les bouffées de chaleur. Pour les femmes qui sont réglées, ça va diminuer, voire complètement faire disparaître les douleurs par exemple durant le cycle prémenstruel. Voilà, il y a plein d'autres produits. La spiruline, c'est un super aliment et c'est vrai que je le conseille. Moi j'en prends quasiment quotidiennement. Ensuite pour les personnes stressées, il va y avoir des plantes, la rhodiola, le millepertuis. Pour les personnes qui ont des douleurs articulaires, on va avoir la boswellia, la glucosamine chondroïtine, etc., etc. Alors, il faut savoir que les compléments alimentaires, s'ils sont mal utilisés, on va être déçu. Ça, c'est normal. La plupart du temps, j'ai des gens qui me disent « Moi, j'ai pris tel produit et ça n'a pas marché. » Alors, j'ai pas beaucoup d'informations. Du coup, il me faut d'autres informations. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est vraiment le produit qui était inefficace ou est-ce que c'était autre chose? Alors, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. Quelle était la forme du produit? Est-ce que c'était un extrait sec? Est-ce que c'était une poudre, une simple poudre de plante? Est-ce que c'était un totum? Ensuite, quel était le dosage du produit? Parce qu'il y a des laboratoires qui sont malins, qui vont mettre beaucoup d'excipients, peu de principes actifs, par exemple peu d'extrait sec, et au final, vous aurez un produit qui sera pas actif. Ensuite, quelle quantité de gélules vous preniez par jour de ce produit-là, avec ce dosage-là, quelle quantité par jour de gélules? Et ensuite, pendant combien de temps vous avez suivi la cure? Des personnes qui font des cures au bout d'une semaine et qui comprennent pas pourquoi ça marche pas. Écoutez, moi ça me paraît évident. Il faut quand même un minimum de temps. En moyenne, une cure, moi je conseille 3 mois. Donc, alors il y a des personnes qui vont avoir des résultats bien avant, au bout d'un mois, même des fois bien avant, au bout d'une semaine. Mais ça reste minoritaire. Donc il faut quand même avoir conscience que c'est de la phytothérapie, que le but c'est de réguler des fonctions dans l'organisme. Ça prend un certain temps.
puis il y a certains troubles qui ont mis des années, des dizaines d'années à se mettre en place. C'est évident que c'est pas en une semaine que tout va être régulé. Après, ce que je rencontre le plus souvent, c'est des personnes qui ont utilisé un produit bas de gamme, pas cher. Alors, moi, je connais des concurrents qui vendent du pas cher, je les connais très bien. Alors, il y en a un, son laboratoire, il est même pas 1 heure de chez moi. Donc, je connais très très bien. Donc, ce sont des produits bas de gamme. Certains sont sous-dosés parce qu'ils sont vendus dans des petits conditionnements. Donc, la posologie, elle ne correspond pas à la posologie idéale, elle correspond à la posologie adaptée au conditionnement. On vend une petite boîte, on va conseiller peu de gélules pour que la boîte dure plus longtemps. Donc du coup, c'est tout à fait normal que les gens n'aient obtenu aucun résultat. C'est pas le produit en lui-même, c'est juste qu'ils ont acheté quelque chose d'un produit médiocre et en plus la posologie n'était pas forcément adaptée à ce dont ils avaient réellement besoin. Pour moi, il y a 2 types de compléments alimentaires. Certains, on va en avoir besoin de façon transitoire. Par exemple, si on a des douleurs articulaires, on veut mettre en place une nouvelle hygiène de vie, mais bon, ça va mettre des mois à se mettre en place, donc on a envie d'être soulagé rapidement, donc on va prendre des cures pour soulager ces douleurs, donc ça c'est tout à fait normal. Ensuite, il y a les compléments alimentaires qu'on peut prendre tout le temps, toute la vie, alors pas forcément tous les jours, on va faire des cures tout au long de l'année, mais il y a des compléments alimentaires, hein, les huiles riches en oméga 3, ça peut être l'huile d'onagre pour les femmes, ça peut être la spiruline, ça peut être l'ispagule, il y a un certain nombre de produits qu'on va pouvoir prendre toute notre vie. Simplement, on fera des cures, 1 mois, ensuite 1 semaine de pause, 1 mois, 1 semaine de pause, ou alors 1 ou 2 mois, et puis 1 mois de pause. Voilà, donc il y a plein de façons de prendre les compléments alimentaires. Alors, quelles sont les limites des compléments alimentaires? Parce qu'il y a forcément des limites. Il n'y a aucun complément alimentaire qui va réguler telle fonction, qui va soulager tel mal, ça n'existe pas. Parce que le complément alimentaire, on va l'ingérer, et donc il va dépendre de chacun. Ça va dépendre de notre faculté à bien assimiler les nutriments. Donc nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des personnes qui vont mieux assimiler, d'autres qui vont assimiler moins bien. Donc dans ces cas-là, il faudra peut-être augmenter la posologie. Et puis un complément alimentaire ne pourra jamais égaler une mauvaise hygiène de vie ou une mauvaise alimentation par exemple, ou le fait de ne pas dormir. On peut prendre tous les compléments alimentaires qu'on veut. Il y a des gens qui veulent prendre des stimulants. Il y a des gens qui dorment mal, qui dorment très peu. Ils veulent prendre des stimulants. C'est complètement aberrant. Ce qu'il faut, c'est qu'ils dorment. Donc, soit ils prennent des plantes pour se détendre, soit ils font tout ce qu'il faut pour dormir. Mais on ne peut pas ne pas dormir, c'est pas possible. Donc moi, à travers cette chaîne, je privilégie au maximum l'hygiène de vie, l'alimentation adaptée à chacun, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, tout simplement. Moi, je suis pas là pour jouer aux phytothérapeutes ou aux naturopathes qui passent son temps à conseiller des produits. C'est pas du tout ma philosophie. Moi, ma façon de voir les choses, c'est de faire en sorte qu'on puisse être autonome sans rien, juste avec l'alimentation. Ça, c'est mon but ultime. Après, on est tous différents, il va y avoir des particularités. Certains auront besoin d'une aide, auront besoin de tel ou tel complément alimentaire pour les aider parce qu'ils ont telle ou telle faiblesse. Par exemple, moi, je sais que j'ai une faiblesse hépatique, donc de temps en temps, je me fais une cure pour régénérer mon foie. Bon, ben voilà, ça fait partie de ma faiblesse. On a chacun des faiblesses, on est avec ça, c'est génétique. Simplement, cette génétique, on peut jouer dessus grâce à notre mode de vie. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Parce qu'on sait aujourd'hui que certains aliments vont activer certains gènes et vont désactiver d'autres gènes. Vont activer certains gènes qui vont nous protéger de telle maladie et vont désactiver des gènes qui favorisent certaines maladies. Donc notre mode de vie, notre alimentation sont capables de faire ça. Donc moi, c'est pour ça que je vous conseille de changer de mode de vie, de changer d'alimentation et ce sera beaucoup mieux à tous les niveaux. Le problème des gens, c'est qu'ils ont tendance à utiliser les compléments alimentaires comme des médicaments et avec surtout la philosophie des médecins, c'est-à-dire il y a un symptôme, je donne un médicament pour faire disparaître le symptôme. Pour moi, le symptôme, c'est juste un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le voyant qui s'allume sur votre tableau de bord de voiture pour vous dire « Attention, il y a un problème au niveau du moteur ». Bon, le médecin, il fait quoi? Le médecin, il enlève le fusible du voyant ou il enlève l'ampoule et il est content. Moi, ce n'est pas du tout ma conception des choses. Pour moi, le voyant, il s'éteindra quand on aura rééquilibré ce qui doit être équilibré.
Et cet indicateur, il est extrêmement précieux parce qu'il est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais prendre un exemple, mon exemple. Par exemple, j'ai eu pendant 20 ans de la dyshydrose, c'est une sorte d'eczéma. J'en ai eu sur les mains, dans le cou, au niveau des bras, des jambes, sur les pieds. J'ai eu des crises un petit peu partout sur le corps. J'ai eu ça pendant 20 ans. J'ai essayé plein de choses. Et j'ai par exemple supprimé les produits laitiers. Je me suis rendu compte que ma dyshydrose s'atténuait, mais elle disparaissait pas complètement. Et du coup, je me suis dit, bon, les produits laitiers, ça va pas être top pour moi, parce que ça va faire empirer ma dyshydrose. Après, j'ai supprimé les produits avec du gluten. Alors, pas de façon continue, mais je mangeais majoritairement du riz. Là encore, ça m'a amélioré. Et comme ça, j'ai testé plein de choses. Je me suis également rendu compte que les fruits me posaient problème. Et qu'après avoir mangé des fruits, si j'en mangeais tous les jours, au bout d'une semaine, j'avais une crise d'eczéma. J'y coupais pas. Et depuis que je me suis mis au jeûne intermittent, eh bien, je n'ai plus eu de crise de dyshydrose. J'en ai eu une petite. J'ai perdu mon père en début d'année et ça m'a créé une plaque sur le front. Mais en dehors de ça, qui est quand même quelque chose de très particulier, parce que c'est vrai que émotionnellement c'est très perturbant. Donc en dehors de ça, je n'ai pas eu de crise de dyshydrose. Et du coup, je me suis dit, la conclusion, c'est simple, le voyant il s'est éteint de lui-même, le voyant qui correspond aux symptômes, donc la dyshydrose a disparu. Ça veut dire tout simplement que mon mode de vie me correspond plus maintenant qu'avant. Donc je peux à nouveau manger des fruits, je n'ai plus de crise de dyshydrose. Je peux manger des produits laitiers de temps en temps, je n'ai plus de crise de dyshydrose. Je peux manger du gluten de temps en temps, je n'ai toujours pas de crise de dyshydrose. Simplement, je suis modéré. Je ne vais pas manger des produits laitiers tous les jours. Alors les fruits, j'en mange tous les jours parce que ça, c'est vraiment, c'est un peu une drogue. Et puis en plus, je vis à la campagne, j'ai un jardin avec plein de fruits partout et c'est super dur de ne pas en manger en fait. Mais j'arrive à pas dépasser le seuil au-delà duquel je sais que ce serait problématique et donc je pourrais éventuellement avoir une nouvelle crise de dyshydrose si j'en mangeais énormément, si je mangeais énormément de fruits, j'en sais rien. Enfin en tout cas, pour le moment, mon petit voyant dyshydrose s'est éteint. Voilà, c'était juste pour donner un exemple. Alors qu'est-ce que je pense des compléments alimentaires minceurs? Parce que ce sont les compléments alimentaires qui sont les plus vendus au monde. J'en propose sur mon site. Alors moi personnellement, je pense que l'effet, il est minoritaire par rapport à un changement alimentaire. Pour moi, il faut revoir son alimentation. Et si on fait ça, on perdra du poids sans problème. Donc après, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de béquilles, il y en a qui vont avoir besoin de diminuer leur fringale, de diminuer la sensation de faim, de mieux éliminer, d'un petit peu plus brûler, etc. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi des compléments alimentaires de qualité. Donc on a une gamme minceur, même si franchement, c'est pas trop mon truc, mais on a choisi de la qualité. Par exemple, on a du Nopal, qui est un capteur de graisse. Le Nopal, on a du Nopal classique, produit quasi industriellement. Nous, on a choisi un Nopal bio de qualité. Voilà. Et ça, c'est valable pour tous les produits. On choisit toujours de la qualité, même dans notre gamme minceur, parce que nous, c'est notre façon de faire en fait. Notre but, c'est que tous les produits, on puisse les utiliser. D'ailleurs, on les utilise. On n'a pas deux produits, deux gammes, une gamme pour les clients, une gamme pour nous. Non, nous, on utilise nos produits et je ne peux pas concevoir les choses autrement en fait. Mais bon, je sais que c'est loin d'être le cas de tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que je pense des compléments alimentaires antioxydants? Alors ma vision elle est simple. Moi, je vais toujours vous conseiller de chercher vos antioxydants dans votre alimentation, les fruits, les légumes, jus de légumes, ce que je fais quotidiennement. Je bois un verre et demi de jus de légumes tous les jours. J'aurai beaucoup plus d'antioxydants, ils seront mieux assimilables que n'importe quelle gélule. Pourtant, on vend des antioxydants, de super antioxydants. On a des matières premières, on a trouvé des matières premières qui sont exceptionnelles, mais il n'empêche que, pour moi, ce qui compte avant tout, c'est l'alimentation. Il faut qu'on fasse venir nos antioxydants de l'alimentation. Après, il y a certains types d'antioxydants qu'on ne va pas trouver dans l'alimentation. On a par exemple du resveratrol qui est issu à 100% du raisin. Bon, moi je ne bois pas de vin quotidiennement
C'est pas forcément, je ne conseillerais pas à tout le monde de boire du vin tous les jours parce que ça contient quand même pas mal d'alcool. Donc du coup le resveratrol, bon, alors il y en a dans d'autres, il n'y en a pas que dans le raisin, il y en a dans d'autres aliments. Mais bon, voilà, donc le resveratrol, je pourrais en prendre éventuellement. Après il y a l'OPC de pain maritime, c'est un antioxydant qui notamment va améliorer énormément la circulation veineuse. Bon, bah, c'est clair que je ne vais pas forcément en trouver dans ce que je mange, mais c'est pas grave parce que en ayant une alimentation variée, je vais quand même apporter à mon corps tout ce dont il a besoin. On n'est pas obligé d'avoir recours à une supplémentation d'antioxydants sous forme de compléments alimentaires. Ça, c'est ma vision des choses. Après, il y en a d'autres qui pensent qu'une supplémentation d'antioxydants c'est nécessaire ou c'est bénéfique. Bon, après, chacun fait comme il veut. Maintenant, je vais parler des mauvaises pratiques dans le joli monde des compléments alimentaires. Voilà, donc en 15 ans, tout ce que j'ai pu voir. Alors la première chose, ce qu'on trouve le plus, c'est les cocktails multivitamines, minéraux. On en trouve en pharmacie, on en trouve partout. Ça c'est quoi en fait? C'est simple, c'est des produits dans lesquels on mélange des vitamines de synthèse, des minéraux de synthèse. On mélange tout ça et ça fait un cocktail avec des produits chimiques. Pour moi ça n'a strictement aucun intérêt. Déjà on ne connaît pas la quantité dont on a besoin individuellement. Et puis en plus, c'est sous une forme qui est peu assimilable, c'est sous une forme chimique. Alors comment les reconnaître? C'est simple. Quand vous regardez la composition ou la liste d'ingrédients du produit, s'il y a marqué vitamine C, vitamine A, bêta-carotène, vitamine E, calcium, machin, ce sont des vitamines et des minéraux de synthèse. Parce que ça n'existe pas dans la nature. Si je vous demande d'aller me chercher 1 kg de vitamine C, vous serez bien embêté. La vitamine C, ça n'existe pas dans la nature. Dans la nature, ce qui existe, ce sont des fruits et des légumes qui contiennent naturellement de la vitamine C en quantité infime, puisque par exemple pour 100 g d'orange, vous allez avoir à peu près 65 mg de vitamine C, donc c'est infime. Et du coup, on est incapable d'extraire de la vitamine C d'un fruit et d'un légume. Nous, on n'en est pas capable. Après, les laboratoires pharmaceutiques, ils vont utiliser tout un tas de processus chimiques, ils vont utiliser des substances chimiques qui petit à petit vont isoler la vitamine C. Et à la fin, on se retrouve avec un produit qui est chimiquement pur et que même s'il est extrait d'un végétal, par exemple la vitamine C, on l'extrait notamment du maïs, même si c'est extrait du végétal, le produit final il est tellement pur, il est passé par tellement de réactions chimiques que moi je ne le considère pas comme un produit naturel. Pour moi c'est un produit chimique. Donc, il y a la vitamine C qui est fabriquée de façon complètement synthétique. Il y a la vitamine C qui est extraite du végétal mais qui passe par tellement de réactions chimiques que pour moi c'est vraiment un produit chimique dans les deux cas. Donc voilà, donc vous allez vous retrouver avec des cocktails de produits chimiques qui ont une faible biodisponibilité et qui apportent rien. En plus, il y a des études qui ont montré que ces substances n'apportent strictement rien et dans certains cas peuvent poser des problèmes. Il y a eu le cas par exemple du bêta-carotène pour les fumeurs. Donc le bêta-carotène, quand il est pris sous forme synthétique, de façon isolée, ça va augmenter les problèmes de cancer du poumon. Sauf que quand vous mangez des carottes qui contiennent naturellement du bêta-carotène, vous n'aurez évidemment pas ça parce que ce n'est pas une forme synthétique et parce qu'avec le bêta-carotène, vous avez tout un tas d'autres substances qui vont agir en synergie. Alors autre chose, il y a la vente de petits conditionnements. Donc il y a des laboratoires qui vont vendre des tout petits conditionnements. Il y en a, ils vont vendre 15 gélules, 30 gélules, 60 gélules. Et forcément, ils vont conseiller une posologie qui va être adaptée à cette quantité infime de gélules. Donc ils vont conseiller, par exemple 30 gélules, ils vont conseiller une gélule par jour pour que ça fasse un mois. Leurs 30 gélules, elles vont être vendues super chères. Quand je vois que nous, on vend entre 180 et 300 gélules, si vous multipliez le prix de la boîte de 30 gélules par 10, vous allez voir le prix comparativement à nos boîtes de 300 gélules et vous verrez que c'est hors de prix. C'est sûr qu'à l'achat, vous allez vous dire 30 gélules, 8 euros, 9 euros, 10 euros, c'est pas cher. Sauf que vous allez en consommer une ou deux gélules par jour. Vous n'aurez pas ou peu d'effet parce que la posologie est beaucoup trop basse. Mais par contre, le produit, au final, il est hyper cher. Si on ramenait tous les produits, par exemple, à 1000 gélules, supposons qu'on ait que tous les produits, de la même façon que les fruits et les légumes, on a toujours le prix au kilo, et bien là, supposons que ce soit pour 1000 gélules. Voilà, on ramène tous les produits pour 1000 gélules, on verrait qu'il y a des produits qui sont hors de prix.
et surtout que c'est pas justifié parce que souvent ce sont des produits de base qui coûtent vraiment pas cher. D'ailleurs, régulièrement, il y a des gens qui nous appellent en nous disant mais pourquoi est-ce que vous conseillez 6 gélules par jour alors que les autres ils vont conseiller 1 ou 2? Votre produit il est moins efficace, moins bon? Je dis ben non, ça n'a rien à voir. Nous on conseille la posologie efficace, de façon à ce qu'il y ait une réelle efficacité. Après, on sait qu'une partie de nos concurrents, ils vont avoir une posologie purement marketing qui va être en fonction du conditionnement qu'ils auront choisi. Parce que psychologiquement, vendre 30 gélules à 9,95 €, c'est pas cher pour les gens. Et du coup, les gens ils vont acheter plus facilement, même si c'est complètement inefficace, parce qu'il faudrait qu'ils achètent peut-être 10 boîtes de 30 gélules pour pouvoir voir une réelle efficacité. Alors ensuite, il y a le piège de la gélule végétale. Bon, alors ça, la gélule végétale, c'est mis en avant par beaucoup de fabricants. Il y a plein de produits bio qui utilisent de la gélule végétale qui, je le rappelle, n'est pas bio. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure. Après, je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez lire ce qu'on a mis sur notre site Digiform. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais en gros, la gélule végétale, c'est un produit purement marketing qui n'a de végétal que le nom, parce que le vrai nom, c'est hydroxylpropylméthylcellulose. Là, c'est tout de suite moins sexy que gélule végétale. Ensuite, il y a le piège de la gélule à la chlorophylle. Alors ça, le laboratoire qui fait ça, il fait ça depuis, je sais plus moi, 30 ans, 25 ou 30 ans. Ça, c'est vraiment une arnaque. C'est juste une gélule bovine ou porcine, donc une gélule animale, qui va être colorée avec de la chlorophylle. C'est un colorant en fait. On pourrait le colorer avec du curcuma, avec n'importe quel produit naturel. Là, ils le colorent avec de la chlorophylle. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que les gens vont croire que c'est une gélule végétale. La différence, c'est que eux, ça leur coûte 3 fois moins cher d'utiliser de la gélule bovine ou porcine colorée avec ce pigment plutôt que de passer par la gélule végétale. Voilà, donc ça c'est une petite arnaque, c'est une tromperie, parce que si vous demandez, vous montrez la boîte à 100 personnes, je pense qu'il y en a quasiment 100 qui vont dire ça c'est de la gélule végétale. Alors ensuite il y a le piège du dosage qui est donné pour X gélules. Nous, on donne le dosage, en fait dans notre composition, vous avez la quantité de chaque substance, que ce soit la matière active, que ce soit les substances de charge, que ce soit l'anti-agglomérant, que ce soit le poids de la gélule, tout est indiqué en milligrammes. Sauf qu'il y a des petits malins qui vont donner ça pour X gélules, et le X ça correspond à la quantité qu'ils vont conseiller par jour. Donc par exemple, il y a un fabricant qui va conseiller de prendre 3 gélules par jour, et il va donner la quantité de principe actif pour 3 gélules. Nous, on a eu des clients qui nous ont appelés en nous disant « mais je ne comprends pas, vos gélules, elles sont hyper faiblement dosées. Moi, vous, il y a 300 mg dans une gélule. Moi, j'ai vu des fabricants qui ont un dosage de 600 mg. Alors, je leur dis 600 mg, c'est pas possible. On ne peut pas mettre 600 mg dans une gélule. Une gélule, c'est un certain volume. Nous, on remplit la gélule, on en met 300 mg. C'est pas possible qu'il en mette 600. Et puis en regardant la fiche produit, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il conseillait 3 gélules, donc il donnait la quantité pour 3 gélules, donc au final chaque gélule contenait 200 mg, donc moins que nous. Alors après il y a le fait de vouloir vendre certains produits avec un dosage en matière active toujours plus élevé. Nous on a l'exemple du resveratrol. On vend un resveratrol qui est 100% issu du raisin. Donc ça en France, on est quasiment les seuls. Tous nos concurrents, ils vendent du resveratrol qui va être issu d'une plante asiatique et avec un dosage en resveratrol beaucoup plus élevé. Puisque nous, en fait, notre resveratrol, il contient 6% de trans-resveratrol. Parce que là encore, il y a du trans et du cis. Donc nous, il y a un dosage dans la partie active du resveratrol, ce que nos concurrents ne font pas, puisqu'ils vont simplement parler du resveratrol en général, sans doser la partie active. Mais du coup, on va avoir des produits qui vont être dosés à 20, 40, 60% de resveratrol. Et on a même des Américains qui ont des produits qui sont dosés à 99% de resveratrol. Donc là, on sait que c'est purement synthétique, puisque c'est pas possible de le faire de façon naturelle. Voilà, donc il y a une escalade dans certains dosages de molécules actives. Et ce qui va se passer, c'est qu'on se rapproche du médicament, on va avoir des effets secondaires parce que c'est beaucoup trop concentré. Il y a aussi une absence des cofacteurs qu'il y a naturellement dans le végétal qui permettent de potentialiser l'action de la molécule active. Et du coup, vous avez un produit qui va vous amener des effets secondaires, qui pourrait être dangereux, qui sera moins efficace parce que le fait d'augmenter
la quantité de resveratrol sans qu'il y ait les cofacteurs, eh ben, l'assimilation sera beaucoup plus faible qu'un produit naturel dans lequel il y a aussi les cofacteurs qui permettent de potentialiser l'assimilation et l'utilisation de la molécule active. Donc attention, vous ne faites pas aveugler par des pourcentages en molécules actives faramineuses, c'est complètement débile. Pour finir, je vais juste parler de l'acérola. Il faut savoir qu'un extrait d'acérola ne peut pas contenir plus de 17% de vitamine C. C'est pas possible. Et on trouve pourtant des produits où il y a marqué 25% d'acérola. Et ça sont des produits qui ont été enrichis en vitamines de synthèse. Nous on le sait parce que quand on veut acheter une matière première, c'est marqué en fait. Le fabricant du complément alimentaire, il le sait, c'est marqué que c'est enrichi en vitamines pour atteindre le niveau de 25%. Sauf que sur les étiquettes que vont lire les consommateurs, c'est pas du tout indiqué. Il y a marqué acérola titre à 25%. Donc là encore, c'est une petite arnaque. Mais pour la connaître, il faut faire partie du monde des fabricants de compléments alimentaires. Alors, je vais parler juste de quelques produits qu'on propose et qui font vraiment la différence par rapport aux autres. Moi, je considère comme exceptionnel en termes de qualité. Alors, on a le resveratrol, j'en ai un petit peu parlé. Le resveratrol, c'est un antioxydant qui est naturellement dans le raisin. On a un extrait qui est fabriqué en France par une société française qui est 100% issu du raisin. Et donc ça, rien que ça, c'est exceptionnel. Parce que si vous regardez la composition de tous les produits sur le marché en France, où il y a marqué resveratrol en gros, vous verrez tous qui contiennent une plante asiatique qui s'appelle le Polygonum cuspidatum. Et donc parfois, ils vont rajouter un extrait de raisin en plus pour un petit peu tromper le consommateur, puisque le consommateur il va voir cette plante, il ne saura pas trop ce que c'est, il verra extrait de raisin, il dira voilà, j'ai mon resveratrol, il vient du raisin, alors que c'est pas du tout ça, c'est juste pour qu'il y ait marqué raisin dans la composition, ça sert juste à ça. Alors après on a un OPC de pain maritime qui est légèrement plus concentré que le pycnogénol. Il faut savoir que le pycnogénol, moi quand j'ai commencé mes études de naturopathie, donc il y a un petit peu plus de 20 ans, le pycnogénol c'était la molécule active qu'il y avait dans l'extrait d'écorce de pain maritime. C'est un puissant antioxydant et il y a des petits malins qui sont amusés à déposer le pycnogénol comme marque. Donc c'est le laboratoire aujourd'hui qui vend le produit qui s'appelle pycnogénol, qui maintenant est une marque. Donc on ne peut plus utiliser le nom pycnogénol pour parler de la molécule active. Donc je trouvais ça complètement aberrant, mais bon, c'est comme ça. Donc le pycnogénol aujourd'hui c'est une marque. Il y a 20 ans c'était la substance active qu'il y a dans l'extrait d'écorce de pain maritime. Alors encore une fois, nous on a choisi un fabricant français qui vend une matière première qui est fabriquée en France, qui est issue du pain des Landes. Voilà. Et on a un produit qui est légèrement plus concentré que la marque pycnogénol. On en met également plus dans nos gélules. Alors dans les spirulines, ça a été un petit peu compliqué. On a vendu pendant pas mal d'années de la spiruline française, où il se trouve qu'aujourd'hui on ne trouve plus de matière première. En fait, les fabricants, ils en ont juste assez pour eux, mais ils n'en ont pas assez pour revendre. Et après, on a le problème avec la spiruline française, du climat en France, qui va dépendre des années. Il y a des années où il y aura plus de soleil, donc la production sera meilleure. Il y a des années où il y en aura moins, la production sera plus faible, les prix vont monter. Enfin, ça a été très compliqué et puis on a dû arrêter tout simplement parce qu'on ne pouvait plus s'approvisionner. On a cherché et on a trouvé une spiruline artisanale, une spiruline qui vient d'Inde, donc on l'importe directement d'Inde, qui vient de la ville d'Auroville. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Auroville, mais bon, c'est un petit village, une petite ville qui a été créée par Sri Aurobindo, un maître à penser. Et donc voilà, il y a tout un tas de choses qui sont faites à l'intérieur, dont de la spiruline qui est faite de façon artisanale, qui est séchée au soleil. Et quand nous on voit les prix, qui est au même niveau de prix, voire plus cher que certaines spirulines françaises. Donc c'est vraiment une qualité exceptionnelle parce que y a un climat qui s'y prête. Il faut savoir que la spiruline elle a besoin d'énormément de soleil, le plus longtemps possible, et que forcément en France, déjà il y a la moitié de l'année on ne peut pas en cultiver parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Et donc là-bas en Inde, ils ont un climat, ils ont de la chaleur, ils ont du soleil, ils ont tout ce qu'il faut pour faire une spiruline d'excellente qualité. Alors ensuite on a de l'huile d'onagre, de l'huile de bourrache et de l'huile de cameline française. Alors ça c'est exceptionnel. Nous on a trouvé un cultivateur qui cultive ces plantes. Ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on a des produits
qui vont être cultivés alors en Europe de l'Est ou en Asie et qui vont pouvoir être certifiés bio. Simplement, c'est des produits qui vont être fabriqués il y a un certain temps, il y a X années, et pour pouvoir les conserver, il va y avoir un ajout de vitamine E. Donc la vitamine E, elle est mise en avant dans ces huiles, mais c'est surtout que ça sert de conservateur pour éviter que l'huile rancisse trop vite, sachant qu'elle a pu être fabriquée plusieurs années avant que vous la consommiez. Et aujourd'hui, l'huile d'onagre, l'huile de bourrache et l'huile de cameline qu'on trouve, donc qui sont fabriquées en France, donc elles sont fabriquées sans pesticides. Donc il y a juste pour l'huile de bourrache, vous êtes obligé d'utiliser un peu de désherbant au début, parce que sinon les mauvaises herbes vont pousser plus vite que la bourrache, et donc la bourrache sera étouffée et ne pourra pas pousser. Sinon pour les autres, il n'y a rien qui est utilisé. Donc je suis transparent, hein, je vous donne les informations que le fabricant m'a transmises. Alors ce qui est génial avec cette huile, c'est que le fabricant, il va récolter les graines, il va garder les graines, il ne va pas tout presser. Il va presser en fonction des besoins. Parce qu'on sait très bien que l'huile va bien se conserver dans la graine, mais dès que vous allez presser, eh bien, vous avez un compte à rebours qui fait que l'huile va petit à petit perdre de ses qualités nutritionnelles. Donc le fabricant ne met pas de vitamine E dans son huile. Pourquoi ? Parce qu'il se rend compte que ça ne sert à rien. La vitamine E, je le rappelle, elle est utilisée pour permettre aux fabricants de pouvoir conserver leurs huiles des années et des années et des années sans carencis. Là, le fabricant il a fait des tests sur 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus exactement, c'était 3 ou 2. Mais en tout cas, au bout de 2 ans, son huile, elle n'a pas du tout ranci. Alors, ça, c'est grâce aussi au fait qu'il va presser son huile en fonction des besoins. Et du coup, au lieu de faire comme la plupart, c'est-à-dire ils récoltent, ils pressent, ils mettent en capsule et puis ensuite ils stockent, et bien là, l'huile, elle va rester, enfin l'huile, hein, les graines, elles vont être stockées dans un endroit frais et elles vont garder toute leur qualité nutritionnelle sans aucun problème. Elles pourraient les garder pendant des années et des années. Et donc le fabricant, il va presser son huile en fonction des besoins. Il va en presser une quantité qui va lui durer quelques mois. Et puis ensuite, quand il a écoulé son stock, il va en presser encore une autre quantité, il va mettre en capsule. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qui permet d'avoir une qualité exceptionnelle d'huile. Donc nous, aujourd'hui, on aurait la possibilité soit d'avoir de l'huile bio, mais qui viendrait d'Asie ou d'Inde ou des pays de l'Est, avec un ajout de vitamine E, sans savoir quand l'huile a été pressée, parce que ça, on ne peut pas le savoir. L'information, elle n'est pas donnée parce qu'il y a toujours plein de maillons entre le producteur d'origine et puis nous, en France, là où on achète, le grossiste chez qui on achète ce type de produit. Donc on ne sait pas du tout quand est-ce que l'huile a été pressée et mise en capsule. Et il faut savoir qu'en termes de prix, une huile d'onagre bio nous coûte moins cher que notre huile d'onagre française. Donc même si on sait que commercialement, une huile bio se vendrait peut-être mieux, eh bien on préfère, parce que nous, c'est la qualité qui nous intéresse, puis dans la mesure où c'est quelqu'un qui n'utilise quasiment aucun produit chimique, on préfère conserver nos huiles d'onagre, de bourrache et de cameline française. Alors après, on a une huile riche en oméga 3, donc là aussi, c'est pas évident de trouver quelque chose de qualité qui tienne la route. Il faut savoir que les huiles riches en oméga 3, elles sont fabriquées à partir généralement d'huile de sardine et d'anchois, et que ces huiles, elles sont purifiées pour enlever les éventuels métaux lourds qu'il pourrait y avoir. Et ensuite, on va concentrer certains types d'oméga 3, donc EPA et DHA, et donc c'est ça qui est intéressant. Et ça, voilà, nous on a une huile qui a un bon équilibre entre EPA et DHA. Ça fait partie des produits de base pour les gens qui ne peuvent pas manger sardines, maquereaux et harengs plusieurs fois par semaine. Prenez ce type de produit-là parce que vous allez avoir votre quota d'oméga 3 et surtout un oméga 3 de type EPA et DHA. Parce que je rappelle que les oméga 3 qu'on trouve dans les végétaux comme l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de chia, l'huile de chanvre, l'huile de noix ou l'huile de colza, eh bien, ce sont des oméga 3 qu'on appelle alpha-linoléniques et qu'il va falloir transformer en EPA et en DHA. Sauf que on sait aujourd'hui que la plupart des gens ne sont plus capables de le faire. Et c'est pour ça que c'est intéressant et c'est même capital d'avoir des oméga 3 d'origine animale, de type EPA, de type DHA. Voilà, donc j'aurais pu parler de plein d'autres produits qu'on propose, mais bon, le but c'était juste de donner
un petit échantillon pour que vous voyez un petit peu ce qu'on propose et puis la qualité qu'il y a derrière, parce que c'est ça qui est capital. Alors maintenant, je vais donner une petite liste des produits qu'on a arrêtés pour différentes raisons. Soit la qualité, elle n'était plus au rendez-vous, soit le prix a tellement augmenté que c'était plus possible de le vendre. Par exemple, le ginseng. Le ginseng, c'est une racine qui doit être cultivée pendant un certain nombre d'années pour pouvoir être consommée et utilisée dans les compléments alimentaires. Donc ça demande un certain temps. Aujourd'hui, il y a d'un côté le ginseng d'Asie qui est cultivé à coup d'engrais, qui ne va pas être cher. Et puis d'un autre côté, si vous voulez du ginseng de qualité, il va coûter super cher, mais genre 10 fois plus cher que le ginseng asiatique. Et du coup, ça ferait des produits qui seraient beaucoup trop chers parce que les gens s'attendent à acheter du ginseng tel que les prix sont pratiqués chez un petit peu tout le monde. Et nous, quand on a vu le prix, là, on s'est dit non, c'est pas possible. Le ginseng, on arrête tout simplement. Et il y a d'autres plantes adaptogènes qu'on peut utiliser qui auront des effets identiques à ceux du ginseng. Il y a le murapoima, on peut utiliser la rhodiola, l'éleutérocoque. Bon, il y a d'autres plantes qu'on peut utiliser et du coup, c'est pas la peine de forcément se focaliser sur une plante qui est soit de mauvaise qualité, soit qui est hors de prix. Alors l'huile de krill, qui pourtant est très demandée, on l'a arrêté. C'est un produit qui est fait à partir du krill, donc, et le krill est en voie de disparition. Du coup, pour des raisons éthiques, on a arrêté, même si c'est un produit qu'on vendait très bien et même s'il y a une très forte demande, voilà, on arrête parce qu'on n'a pas envie d'être un maillon qui va détruire un petit peu plus la planète. Alors, il y a le cartilage de requin qu'on va arrêter. Pourtant, c'est une matière première qui est revalorisée, c'est-à-dire que c'est ce qui est utilisé dans le cartilage de requin, c'est l'arête de la saumonette ou de la roussette qui sont utilisés dans l'alimentation humaine. Donc il y a une usine en Bretagne qui va revaloriser les déchets puisque c'est des poissons qui sont consommés. Les arêtes, elles sont récoltées, elles sont traitées pour en extraire le cartilage avec un bon titrage en glucosamine et en chondroïtine. Donc on va arrêter juste pour montrer l'exemple en fait. Voilà, c'est le produit en lui-même, il est excellent. C'est pas une pêche qui est faite pour les compléments alimentaires, c'est juste des déchets qui sont revalorisés, mais on préfère montrer l'exemple et donc arrêter ce produit-là. Alors à un moment donné, on vendait de l'açaï, les baies d'açaï, c'est un petit peu comme les baies de goji. C'est un produit qui était à la mode, sauf que c'est un produit purement marketing qui n'apportait rien de plus que la myrtille ou la framboise ou le cassis qu'on a en France. Donc voilà, aucun intérêt. En plus, il y avait des allégations qui étaient complètement fausses. Il y a des gens, enfin des magazines, des sites qui disaient que l'açaï faisait maigrir, ce qui est complètement faux. Voilà, donc on a arrêté ce produit-là. Il y a la maca aussi qu'on a arrêté. C'est un produit dont la qualité a énormément baissé, puis il y a énormément de concurrence, et puis ça ne sert à rien. Il y a d'autres plantes qui font aussi bien ou mieux, donc franchement, ça ne sert à rien. Après, il y a des marques qui vendent de la qualité, qui les vendent en poudre, donc là, pour moi, ça a plus d'intérêt, mais en gélule, franchement, ça n'a aucun intérêt. Alors à un moment donné, on vendait de la vitamine C, on a arrêté la vitamine C. Maintenant, on vend de l'acérola, tout simplement parce que voilà, la vitamine C, c'est soit de synthèse, soit c'est extrait d'un végétal, mais pour moi, c'est plus un produit naturel, ça reste un produit chimiquement pur. Alors parlons un petit peu des prix. Dans le monde du complément alimentaire, on va trouver de tout. On va trouver des produits bas de gamme pas chers. On va trouver des produits qui peuvent aussi être bas de gamme extrêmement chers et à un tarif exorbitant, qui peuvent frôler l'escroquerie. J'ai vu des produits à quelques euros la gélule, c'est absolument n'importe quoi. Sachant que ce qu'il y a à l'intérieur de la gélule ne justifiait pas du tout un tel prix. Parce qu'on a des matières premières qui sont chères. Par exemple, nous, on a une matière première qui nous coûte 1500 € hors taxe le kilo. 1500 € hors taxe le kilo. Donc c'est des matières premières qui sont exorbitantes. Donc forcément, on ne peut pas en mettre trop dans la gélule parce qu'on ne va pas vendre une boîte à 100 ou 200 ou 300 €. Mais sinon, la majorité des matières premières, elles sont entre quelques euros et quelques dizaines d'euros. Enfin, en tout cas, chez nos concurrents. Après, nous, c'est autre chose. Donc, il faut retenir que le prix, c'est absolument pas un gage de qualité.
On peut avoir des produits de qualité qui sont vendus cher, des produits bas de gamme qui sont vendus cher, ou des produits de qualité qui sont vendus à un prix moyen ou peu cher, on va dire. Alors nous, on a choisi en premier la qualité, c'est-à-dire qu'on a choisi des matières premières de qualité, et après on a regardé comment on pouvait faire pour l'intégrer dans nos compléments alimentaires, et puis après le prix il est venu dans un deuxième temps. La plupart des fabricants, en fait, ils vont avoir une règle multiplicative. Ils vont prendre, par exemple, si la boîte leur coûte 3 euros, ils vont multiplier par 10 et ils vont le vendre 30 euros. Bon, nous, c'est absolument pas possible. On n'est pas du tout sur le même niveau de qualité. On a des matières premières qui sont beaucoup plus chères. Et du coup, notre marge par rapport à nos concurrents elle va être beaucoup plus faible. Mais bon, notre but, c'est vendre de la qualité, vendre des conditionnements adaptés pour qu'il puisse y avoir des effets. On vend des boîtes de 180 et 300 gélules, ce qui permet de faire des cures suivant les produits de 1 à 3 mois, enfin, voire plus pour certains produits. Et après, on propose un prix qui permette aux gens de pouvoir utiliser ces produits au quotidien, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Si on vend un produit à un tarif exorbitant, les gens ils se feront une cure une fois pour toutes et c'est fini, enfin une cure d'un mois, ça n'a aucun intérêt. Nous, le but, c'est que les gens ils puissent utiliser les produits au quotidien, qu'ils puissent se faire des cures de 3 mois, qu'ils puissent renouveler leur cure. Et du coup, le prix il a été fait en fonction. Donc après, notre marge, elle est entre ces deux considérations. Alors forcément, elle n'a aucune mesure avec les marges qui sont pratiquées dans le monde du complément alimentaire. Les marges dans le monde du complément alimentaire, classiquement, c'est x10, x20. On en est très loin. Et c'est vrai que notre conditionneur, donc le labo qui fait nos produits, des fois il s'affole un petit peu. Il est habitué à avoir des coûts par boîte, en comptant la boîte et tout, en comptant tout, la gélule, la boîte, tout, des coûts entre 2 et 3 euros. Et quand il voit certains de nos produits qui atteignent dans un prix à la boîte de 20 à 30 euros, c'est vrai qu'il s'affole. Donc ça lui est arrivé de me contacter et de me dire si j'étais bien sûr du dosage par gélule que je voulais mettre, si j'étais bien sûr de ma formule. Je disais oui, je sais très bien, je sais que pour vous c'est complètement exorbitant comme tarif, mais moi je veux qu'il y ait un certain nombre d'actifs dans la gélule. Voilà, c'est tout à fait normal pour moi, mais pour lui, on est les seuls à faire ça en fait. Parmi tous ses clients, il nous a dit qu'on était les seuls à avoir cette exigence de qualité et à proposer un tel dosage de certains actifs qui sont pourtant chers à l'achat. Alors on a parfois des gens qui nous appellent en nous disant comment ça se fait que vos produits sont moins chers que tel concurrent alors que le dosage est à peu près équivalent. Et je réponds, mais le problème c'est peut-être pas nous qui sommes moins chers, c'est peut-être eux. Demandez-vous pourquoi eux ils sont aussi chers. Parce que nous, on a une politique tarifaire qui nous paraît équilibrée entre ce qu'on gagne et ce que le consommateur va payer. Après, c'est clair qu'il y a des politiques tarifaires chez nos concurrents qui n'ont rien à voir. Quand on voit les prix, nous on connaît le prix des matières premières qu'eux ils ont achetées. Quand on voit le prix, donc on peut calculer facilement. Pour nous, c'est facile de calculer le prix que leur coûte une boîte. Et du coup, voilà, on sait qu'ils ont multiplié par 5, 10, 15, 20. Voilà, c'est comme ça. Après, je sais que c'est pas évident en tant que consommateur de pouvoir faire la différence entre deux labos. Nous, on y arrive parce qu'on connaît le prix des matières premières et tout, mais je sais que c'est pas évident. Franchement, je ne saurais pas trop quoi conseiller. Vont éviter les produits à 3 euros la boîte, parce que sachant qu'une boîte, l'étiquette et tout, il y en a déjà pour 1 euro, 1,50 €. Donc après, la gélule vide, vous en avez, les gélules vides, vous en avez pour peut-être, entre 50 et 80 centimes. Vous voyez que finalement en matière première vous avez strictement rien, vous avez 10-20 centimes de matière première, c'est dérisoire, sachant que le labo, même en vendant à un prix aussi bas, il se fait quand même une marge. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en conclusion, je vous encourage à aller consulter mon site qui s'appelle digiform.fr, je vous mets évidemment le lien dans la description.
Donc aujourd'hui, c'est grâce notamment à Digiform que je peux consacrer une partie de mon temps à faire des vidéos telles que celles qu'il y a sur ma chaîne. Donc ça me prend beaucoup de temps ces vidéos. Ce qui me prend aussi beaucoup de temps, c'est de répondre à toutes vos questions, de répondre aux commentaires, aussi bien sur la chaîne que sur le blog, que sur Facebook, que sur Instagram. Donc tout ce temps, je peux vous le consacrer, parce que si aujourd'hui j'avais pas Digiform, il faudrait que j'ai un travail, il faudrait que je travaille 8 heures par jour, et je n'aurais absolument pas le temps de pouvoir faire des vidéos, de pouvoir, j'aurais pas eu le temps de créer cette chaîne, parce que ça m'a demandé énormément de temps de préparation, et puis toutes les semaines de pouvoir vous fournir 3 à 4 vidéos par semaine, de chercher de nouvelles choses, de lire, de m'informer, parce que les lectures que j'ai aujourd'hui, je vais vous les partager dans des vidéos futures. Je vais améliorer mes connaissances, ce qui va me permettre de pouvoir affiner mes conseils. Voilà, donc pour faire tout ça, en fait, il faut beaucoup de temps. Et aujourd'hui, Digiform, je suis obligé d'y travailler quand même une partie de mon temps, mais j'ai suffisamment de temps qui me reste pour pouvoir me consacrer à ma chaîne. Donc forcément, quand je vais conseiller des compléments alimentaires qu'on vend sur notre site, forcément je mettrai le lien de notre site, c'est évident. Après, s'il y a des produits qu'on ne vend pas, je mets le lien du fabricant ou d'une boutique qui vend ce produit-là, parce que mon but c'est de partager l'information, et puis surtout je ne fais pas d'affiliation. Donc ça veut dire que quand je mets un lien sur un produit, je gagne rien du tout. Je mets juste un lien pour vous amener directement chez le fabricant. Voilà, donc ça aurait été une vidéo un petit peu longue, mais il y avait tellement de choses à dire. J'ai donné mon avis sur les compléments alimentaires, je vous ai dévoilé un petit peu le monde du complément alimentaire, ce que c'est, les côtés, certains côtés sombres. Et puis ça vous a permis de comprendre comment je gagne ma vie, dans le futur, si je fais des vidéos qui vont parler de tel ou tel produit qu'on vend sur notre site Digiform, vous saurez que c'est mon site, que c'est le site que j'ai créé il y a une quinzaine d'années. Et donc les produits, ce sont mes produits, ce sont les produits que j'ai choisis, des produits que j'utilise, et c'est pour ça que je vous les recommande. En tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre un certain nombre de choses sur les compléments alimentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.